Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui et merci beaucoup aux personnes qui vont intervenir sur cette table ronde qui s'appelle La santé LGBT dans les droits communs. On a 5 présentations aujourd'hui, dont une présentation en présentiel. Moi, je vais être les gardiens du temps. Donc, je rappelle aux collègues qu'elles ont entre 12 et 15 minutes pour intervenir. Je vais aussi passer vos slides. Donc, si vous voulez, votre PowerPoint, si vous voulez me faire signe, dire, je ne sais pas, next ou diapo, je vais prendre soin de tout ça. La première personne qui présente aujourd'hui est Émilie Morand, qui est sociologue et postdoc à l'Université de Laval au Québec et à l'Institut de recherche de cardiologie et de pneumologie du Québec. Elle est chercheuse associée à la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres à l'UQAM et à la chaire de recherche sur les enfants trans et leurs familles. Et son postdoctorat porte sur les enjeux de santé des personnes trans et non-binaires hospitalisées au Québec. Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup aux personnes organisatrices de me permettre de faire cette présentation. Il s'agit d'une présentation sur une recherche qui est en cours et qui est actuellement portée par 3 personnes, Patrick Martin, Jade Ménard et moi-même, qui suis donc sociologue et en postdoctorat à l'IUCPQ, donc Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie du Québec. Et c'est la première fois qu'on présente les résultats de cette enquête, puisqu'elle est encore en cours. Donc voilà, il s'agit vraiment de résultats très, très préliminaires. Alors le titre qu'on a donné à cette présentation est « Un angle mort des soins hospitaliers au Québec, quand les personnes trans et non-binaires ont besoin de soins généraux ». Je précise que je dis personnes non-binaires alors que la terminologie trans, normalement, les inclut. Mais c'est pour bien marquer le fait qu'elles font partie du corpus de cette enquête. Bon, alors j'ai un plan de présentation tout à fait classique sur lequel je ne vais pas m'attarder, puisque nous allons parler du contexte, de la méthodologie, des résultats et de la conclusion. J'imagine que c'est très surprenant. Alors, concernant le contexte de l'étude, donc on a quelques données récentes concernant le rapport des personnes trans et non-binaires à la santé, qui provient d'une enquête québécoise qui s'appelle Sa vie LGBTQ. Et d'après ces données, donc on a pu constater qu'une personne non-binaire sur 2 rapporte des besoins de santé non comblés pour une personne LGBTQ+, sur 4, selon la même enquête, que seulement 12% des personnes non-binaires déclarent leur santé générale bonne ou excellente, quand c'est le cas de 70% de la population générale et de 38% des personnes LGBTQ, et que 73% des personnes non-binaires ont rapporté que les professionnels de la santé... Excusez-moi, j'ai un petit problème sur mon ordi. Donc 73% des personnes non-binaires ont rapporté que les professionnels de la santé ont présumé qu'elles étaient d'une autre identité de genre que la leur, et 42% ont dû fournir elles-mêmes des informations sur leur réalité pour obtenir des soins appropriés. Donc je vous rappelle qu'il s'agit de données très récentes qui sont vraiment propres au Québec. Donc je trouvais ça intéressant d'avoir ces premiers éléments un peu globaux. Concernant le contexte, donc au Canada, la plupart des chirurgies d'affirmation de genre sont dispensées dans des cliniques privées. Je dis des, mais en fait, en réalité, il y en a surtout une, voire 2 maintenant, qu'il y en a une nouvelle qui est à Ottawa, sinon la première était à Montréal. Et donc, elles sont désignées par l'État pour faire ces chirurgies. Seules quelques chirurgies d'affirmation de genre sont encore dispensées dans le service, dans l'hôpital public. Mais évidemment, dès que les personnes trans et non-binaires ont des besoins de santé généraux ou des complications post-opératoires ou des maladies chroniques, etc., elles vont consulter dans l'hôpital public, dans le système de santé publique. Et c'est ça qui va nous intéresser, en fait. C'est quand les personnes trans et non-binaires vont dans le système public, quel est l'accueil qui leur est réservé et quel type de soins elles ont. C'est une recherche pluridisciplinaire donc, qui allie sciences infirmières et sociologie, et financée donc, par la fondation de l'IUCPQ. Et elle poursuit donc 2 objectifs. Le premier, c'est de documenter les expériences actuelles des personnes trans et non-binaires dans le système de santé publique québécois, puisqu'on finalement on a très très peu d'informations sur cet aspect. Et puis un deuxième pan de la recherche qui est vraiment dans une visée transformatrice,
essayer de recueillir déjà dans une première phase leur idéal normatif, donc dans un espace sans contrainte, en fait, quels seraient les soins transaffirmatifs auxquels elles voudraient avoir accès. Et voilà. Et le but ensuite, je vous le dirai, il y aura plusieurs phases, mais on essayera ensuite de faire des corpus, des focus group en fait de personnes trans, de manière à les confronter aux premiers résultats de cette étude et puis d'élaborer avec elles. Et une autre phase, on aimerait aussi refaire ces focus avec des personnels de la santé et des personnes trans pour pouvoir élaborer ensemble des pratiques de soins plus inclusives. Pour la méthode, donc je vous disais, là on est en phase 1 de la recherche, donc il s'agit d'abord d'entretiens individuels avec un corpus visé de 21 personnes. On en est à 18 pour l'instant, 18-19. Donc les critères, c'est des personnes qui s'auto-désignent comme trans ou non-binaires et qui ont été hospitalisées au moins 24 heures dans les 5 dernières années dans un hôpital au Québec. Elles ont été approchées par le biais d'une affiche de recrutement qui a été relayée auprès d'organismes communautaires. Je précise qu'une compensation financière a été attribuée à chaque participante de $50 et voilà, qu'on a eu le certificat éthique du centre de recherche de l'IUCPQ. Donc, comme je le disais tout à l'heure, cette première phase sera sans doute succédée, à cette première phase, sera sans doute succédée une autre phase et j'espère une troisième. Alors, je passe tout de suite aux résultats préliminaires. Premièrement, déjà, dans nos personnes participantes, on a pu constater que les principaux motifs d'hospitalisation étaient donc certaines chirurgies d'affirmation de genre qui continuent à être réalisées dans le système public, comme c'est le cas de l'hystérectomie, des complications post-opératoires, suite par exemple à une phalloplastie ou une hystérectomie justement, des maladies chroniques, maladies de Crohn ou maladies aiguës, et des soins généraux comme des douleurs intestinales. Alors les premiers obstacles rencontrés par les personnes participantes concernent donc l'accès aux soins. Et je ne vais pas être exhaustive sur toutes les complications d'accès aux soins parce que je pense que rien que ça prendrait beaucoup plus de temps. Mais je vais en rendre compte en tout cas des principaux freins qui nous ont été relatés jusqu'à présent. Donc certaines ont été mal dirigées du fait de leur transidentité. Justement, un participant a été dirigé dans une clinique privée pour une hystérectomie alors que cette opération est principalement réalisée dans l'hôpital public. Donc il a dû lui-même appeler tous les hôpitaux publics réalisant cette chirurgie pour trouver un hôpital qui accepte de faire cette chirurgie. Donc voilà, charge mentale et beaucoup de temps passé pour trouver ce besoin-là, pour répondre à ce besoin-là. Plusieurs participants ont rencontré des difficultés pour avoir accès à des consultations gynécologiques, ça s'est revenu beaucoup, en raison de leur voix masculine ou de leur nom masculin. Ça, c'est quelque chose qui était très présent dans les témoignages qu'on a eus. Et enfin, un participant s'est confronté, je dis enfin, non, encore une fois, ce n'est pas exhaustif, et un participant s'est confronté à un refus net de soins, alors qu'il se rendait à l'hôpital pour une complication post-op, comme on peut le lire sur le verbatim. Oui, merci, t'as compris qu'il fallait changer. Je viens de me dire, j'ai pas pensé à te dire. Sur le verbatim qui est en haut. Alors que, comme il le soulève, le problème qu'il amenait pouvait toucher indifféremment une personne cis ou une personne trans. Et il s'est entendu dire, on ne s'occupe pas des personnes trans ici. D'autres obstacles vont avoir trait à la violence administrative. Donc évidemment, sans grande surprise, on retrouve énormément de situations de mégenrage, l'utilisation des mots et noms, et puis une certaine forme d'exaspération aussi du personnel qui ne comprend pas les doubles noms sur le dossier médical. Et le non-respect de la confidentialité aussi, qui est revenu très souvent avec des personnes de l'accueil qui demandent les pronoms et les noms devant les autres patients, patientes, et donc avec le sentiment vraiment d'être mis en danger par le personnel médical, surtout pour les femmes trans, qui avaient très peur de ça, en fait, de qui allait entendre leur statut de personne trans à ce moment-là. Concernant les interactions donc, avec le personnel d'accueil, l'alternative qui serait de reprendre les personnes pour les informer de leur genre est rarement exécutée par peur du manque de confidentialité, donc justement lors de ces échanges, et par anticipation que l'erreur de toute façon va se reproduire et qu'il s'agit d'économiser son énergie et d'attendre que le moment ne passe. Voilà pour ces éléments-là.
De manière générale, le manque de formation et de sensibilisation aux réalités des personnes trans et non-binaires est une expérience vraiment commune à l'ensemble des participants et participantes. Notamment, par exemple, après avoir dit prendre de la testo, certains patients les personnels infirmiers ne demandent pas systématiquement, du coup, c'est quoi votre pronom? Enfin voilà, les choses qui pourraient venir quand même assez naturellement. Ce qui va affecter profondément la confiance des personnes trans prises en charge, en plus d'être confrontées à du mégenrage. D'autre part, on observe aussi des expériences de réduction à la seule transidentité qui ont été relatées aussi par plusieurs participants et participantes qui ne se sentent pas écoutés ni pris en charge en fonction de leur état de santé global. Je pense que j'ai mis un de ces verbatim sur la slide. Le fait qu'à partir du moment où son gastro-entérologue comprend que la personne est trans, toute la consultation ne porte que sur la transidentité, avec en plus des demandes intrusives. Alors qu'il vient pour des consultations gastro-entériques, je sais pas, bref. Qui n'ont pas à voir avec sa transidentité. Et de manière générale, là encore, je pense que ça ne va pas beaucoup vous surprendre, les personnes participantes témoignent toutes du fait qu'elles ont dû elles-mêmes fournir des informations concernant leur situation et du coup ne se sentent pas en sécurité auprès des personnels de santé, sont toujours dans une position d'hypervigilance par rapport à ce qui va être aux soins qui vont être apportés et aux prescriptions qui vont être faites. Lorsqu'elles osent poser des questions sur des possibles compatibilités entre leur hormonothérapie et la prise de médicaments, elles font face le plus souvent à l'ignorance de leur médecin, au mieux avec une déclaration d'ignorance, au moins assumée, et au pire avec des fausses réponses et un statut un peu paternaliste voilà, sur cet aspect. Pendant l'hospitalisation, maintenant, il y a d'autres obstacles qui ont été rencontrés, notamment dans la non-administration du traitement hormonal parmi les médicaments fournis quotidiennement. Donc les personnes devaient elles-mêmes se débrouiller pour avoir un suivi dans leur traitement hormonal en demandant à des proches d'aller se fournir en hormonothérapie. Un autre élément difficile est venu aussi de la nudité sous la chemise d'hospitalisation qui réactive et accentue des sentiments et des sensations de dysphorie de genre. Deux participants ont demandé à garder leur boxer ou des binders à mettre sur leur poitrine pour moins la sentir. On a aussi remarqué des expériences d'objectivation des corps par le personnel médical, comme par exemple Max, dont le corps post-chirurgie a été observé par des infirmières qui n'étaient pas celles qui s'occupaient de lui. Et enfin, donc, les participantes font part de l'écart ressenti entre leur subjectivité et le script médical en fait, avec lequel elles doivent néanmoins composer, et ce, de manière stratégique pour obtenir des soins adéquats. Par exemple, l'écart qu'on a constaté concerne par exemple la problématisation médicale de leur existence, donc le fait qu'elles doivent toujours être dans l'autodétermination pour considérer que leur situation n'est pas un problème médical. La temporalité imposée avec des questions souvent qui leur semblent complètement déplacées sur à partir de quand, c'est quand que tu as commencé ta transition. On sait bien que la question est souvent beaucoup plus complexe et pas forcément pensée en ces termes. Le fait que si on se déclare personne trans, on est forcé, et qu'on n'a pas eu de chirurgie d'affirmation de genre, on est forcément pré-op et que c'est une démarche attendue qu'il va y avoir un passage par des opérations, etc. Je voulais ajouter quand même que les participantes inscrivent leur expérience dans un contexte plus global de biomédicalisation des soins et de déshumanisation des personnes à l'hôpital. Et elles font souvent un lien avec les personnes vieillissantes à propos de leur situation dans le système de santé général, donc dans la non-écoute des besoins réels, dans l'homogénéisation des besoins des personnes et dans cette espèce de paradigme un peu paternaliste, le médecin qui sait mieux que le patient et la patiente ce dont il ou elle a besoin. Concernant... C'est bon, c'est tout bon. Je vais peut-être pas tout détailler, mais je vais vous dire quelques mots. Donc, toujours sur... on essaye évidemment aussi de repérer quelles sont les stratégies qui sont utilisées pour ces personnes pour continuer à avoir quand même des soins plus ou moins adéquats. Alors, je ne surprendrai personne en disant que les principales sources d'information viennent des communautés, évidemment, des réseaux sociaux, des partages,
Donc ça, c'est vraiment la première chose que les personnes vont sonder quand elles ont des besoins de santé. C'est pas du tout le personnel médical, avec évidemment l'appui des collectifs et des associations pour s'informer. Il y a énormément d'auto-formation aussi, de lecture de revues scientifiques et médicales pour continuer à se tenir à jour des avancées. Beaucoup d'humour et de légèreté dans les interactions, de manière aussi à prendre, enfin toujours avec cette idée de la prise en charge de la gêne qui peut être occasionnée dans les interactions, qui est toujours portée par les personnes elles-mêmes et pas par le personnel médical. Je vous avais mis aussi l'exemple de Max qui tarde à se lever quand il est appelé dans la salle d'attente afin de ne pas être confronté au regard des autres quand il est appelé par son morinon. Donc il attend et puis au bout d'un moment il va aux toilettes et il fait semblant d'aller aux toilettes pour finalement aller voir son médecin. Donc globalement, une hypervigilance concernant les soins qui leur sont donnés, comme Lou par exemple, qui précise qu'il double-check tous les gestes et soins posés par les infirmières pour être bien sûr que ça convient à sa situation. Et pour terminer, donc une conclusion encore plus préliminaire, étant donné qu'on en est vraiment au défrichement et à la première phase d'analyse des résultats. Les pistes de transformation que j'ai notées ici, c'est celles qui ont été le plus souvent dites par les personnes qu'on a rencontrées. Donc évidemment, un manque de formation et de sensibilisation des personnels de la santé. Donc il faudrait absolument pouvoir former de manière complètement systématique au moins un minimum les personnels de santé au vécu et aux réalités des personnes trans et non-binaires. Et c'est souvent indiqué par les personnes qu'on a interrogées, par des personnes concernées elles-mêmes, évidemment. Il y a un manque criant de recherche scientifique et surtout l'idée que les recherches scientifiques actuelles sont beaucoup orientées vers la santé mentale, mais très peu sur la santé globale, en fait. Et justement sur les interactions médicamenteuses qui peuvent être vraiment nécessaires actuellement. Sensibiliser les personnels aux enjeux trans, déshomogénéiser la population, comprendre les temporalités, rester à l'affût de ces réalités. Et puis, dans les aspects un peu plus précis, changer et adapter aussi tous les documents pour qu'ils ne s'adressent pas qu'aux femmes cisgenres, notamment en tout ce qui concerne les questionnaires gynécologiques qui continuent à s'adresser uniquement à des femmes. Sur le rapport médecin-patient, le fait que le regard biomédical continue à être problématique, donc aller vers plus de décisions co-élaborées de manière à rendre compte et à appuyer l'autodétermination des personnes. Voilà. J'ai fini. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut passer la télécommande à Laurent ? Alors, je donne maintenant la parole à Jérémy Laurent, qui est interne en médecine générale à la faculté de médecine de l'université Toulouse Paul Sabatier, qui présente une présentation qui a été produite en binôme avec Dr Geneviève Molina, qui est docteur en médecine générale au CEGID de Toulouse. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Jérémy Laurent. Merci pour cette présentation. Je vais vous présenter un travail issu de ma thèse, donc santé sexuelle, femmes et diversité en médecine générale. Et je suis accompagné par le docteur Molina Geneviève, qui est ma directrice de thèse et qui travaille au CEGID de Toulouse. Alors, oui, c'est mieux. Du coup, pour préparer ce travail, nous sommes penchés sur la définition de la santé sexuelle par l'OMS, qui décrit la santé sexuelle non pas comme une simple absence de maladies sexuellement transmissibles ni de dysfonction sexuelle, mais également comme un bien-être psychologique et social et une lutte contre les discriminations et les violences. Dans ce contexte, nous sommes penchés sur la faible représentation dans la littérature scientifique de la santé sexuelle des patientes lesbiennes et bisexuelles, que nous avons essayé de compléter dans notre recherche. Donc, certaines spécificités ont été mises au jour, notamment au sujet des IST, qui sont plus faibles dans la population lesbienne et bisexuelle que par rapport à la
à la patientèle hétérosexuelle, mais elles sont néanmoins présentes et non négligeables, impliquant une prise en charge au niveau des dépistages et des préventions, surtout quand on sait que 4% des patientes lesbiennes ou bisexuelles ne réalisent pas de prévention dans le sens où l'utilisation de doigtiers ou de film alimentaire ou de digues dentaires, pardon. Également, 1 à 2 patientes lesbiennes sur 3 n'ont jamais réalisé de dépistage des maladies sexuellement transmissibles. Et jusqu'à 55% des patientes lesbiennes ou bisexuelles ne sont pas à jour de leur frottis cervico-utérin, donc dans le cadre du dépistage du cancer du col de l'utérus. Alors, hors de ce qui est des dépistages des maladies sexuellement transmissibles ou des cancers gynécologiques, on note également que 30% des patientes lesbiennes ont subi des actes lesbophobes. Également, il y a 2 à 3 fois plus d'agressions sexuelles ou de violences chez les patientes lesbiennes ou bisexuelles. Pardon, excusez-moi. Cela peut amener à des répercussions psychologiques et amener à consulter des médecins généralistes ou d'autres professionnels de santé. Les médecins généralistes, eux, reconnaissent leur méconnaissance sur le sujet, notamment due à l'absence de formation LGBTQI+, dans la formation universitaire. Et il y a une insatisfaction des patientes lesbiennes et bisexuelles dans leur prise en charge par les médecins généralistes. Également, récemment, ont été mis au jour le fait qu'il y aurait une différence de pratique dans les soins gynécologiques entre patientes hétérosexuelles et patientes homosexuelles. C'est dans ce contexte que nous avons essayé d'actualiser les connaissances concernant les pratiques des médecins généralistes concernant la santé sexuelle des femmes qui ont des rapports sexuels avec les femmes. Donc nous sommes concentrés sur les populations cisgenres, patientes lesbiennes et bisexuelles dans notre étude. Donc nous avons réalisé une étude quantitative, observationnelle et descriptive par l'envoi de questionnaires aux médecins généralistes de l'ancienne région Midi-Pyrénées. Nous nous sommes basés sur différents thèmes. Donc, tout d'abord, les pratiques des médecins généralistes pour voir s'il y avait certains aspects qui modifiaient leurs pratiques, mais également les différents piliers de la santé sexuelle que j'exprimais au début de ma présentation. Donc, notamment l'orientation sexuelle et les sexualités. Au niveau des infections sexuellement transmissibles, tout ce qui est prévention et dépistage, mais également au niveau des soins gynécologiques, de la procréation et du bien-être psychosocial. Donc, les médecins généralistes, une minorité pense ne pas avoir de patientes lesbiennes ou bisexuelles dans leur patientèle, et 5% ne savaient pas s'ils en prenaient en charge. Ceci est lié au fait que 20% n'abordent jamais l'orientation sexuelle avec leurs patientes. Ceci nous amène à ce que près de 1/4 des praticiens n'abordent jamais les dysfonctions sexuelles avec leurs patientes lesbiennes ou bisexuelles, ni au sujet des violences. On peut voir que 33% d'entre eux ne posent la question des dysfonctions sexuelles que si elle est abordée par la patiente, ce qui montre que ce sujet n'est que peu, voire pas du tout abordé. Au niveau des IST, donc nous avons pris un exemple sur le tableau du VIH, où seuls 3% des praticiens ne proposent jamais de dépistage du VIH pour les patientes lesbiennes ou bisexuelles. C'est également vrai pour ce qui concerne l'hépatite B, le chlamydia, le gonocoque et l'hépatite C. Il y a une petite nuance concernant les vaginoses bactériennes, qui ne sont pas des infections sexuellement transmissibles, mais qui sont favorisées par les rapports entre femmes. 40% des patientes lesbiennes qui auraient déjà eu des vaginoses bactériennes. Et 8% des praticiens ne proposeraient jamais de dépistage de ces infections. Ceci étant, au niveau des préventions, on voit qu'ils ne sont globalement pas abordés. 83% des praticiens ne proposant jamais d'aborder la question des préventions par du coup doigtier ou digue dentaire. Seuls 2% l'abordant régulièrement. C'est également vrai pour tout ce qui est préservatif interne ou externe.
Au niveau des soins gynécologiques et des dépistages des cancers, ils sont globalement très bien abordés. Cependant, en ce qui concerne la procréation, 20% n'abordent jamais les procréations médicalement assistées, ni un éventuel désir de grossesse. Ce qui nous amène à ce que près de 40% des praticiens généralistes n'ont jamais pris en charge de patientes lesbiennes ou bisexuelles pendant leur grossesse. Au niveau psychologique et social, 8% n'abordent jamais de potentiels troubles anxieux ou de dépression, ce qui montre un certain manque de connaissances dans ces domaines. 95% d'entre eux considèrent qu'ils ont une connaissance partiellement adaptée ou inadaptée sur les sujets de santé sexuelle des patientes lesbiennes ou bisexuelles. Mais près de 3/4 des praticiens souhaiteraient une formation spécifique sur le sujet. Du coup, pour conclure, les IST et les dépistages des cancers gynécologiques ou des soins gynécologiques sont plutôt très bien abordés par les médecins généralistes. Mais il y a une méconnaissance en ce qui concerne les violences, les dysfonctions sexuelles, la procréation et la santé psychosociale. Une minorité des praticiens ferait une prise en charge globale complète concernant la santé sexuelle sur tous les axes de la sexualité. Cependant, au niveau des formations, ils sont très demandeurs de formation, notamment de formation continue, mais les deux formations, que ce soit continue ou initiale, sont complémentaires, en sachant qu'au niveau de la formation initiale, il n'y a pas de formation universitaire dès la formation continue. Il devrait effectivement se baser sur les différents piliers de la sexualité, comme évoqué précédemment. Par rapport à cette formation, nous n'avons pas de recommandations encore énoncées par les sociétés savantes que sont la Haute Autorité de Santé ou la Société française de dermatologie, qui habituellement donne des recommandations sur la santé sexuelle. C'est pour ça qu'il faudrait se baser sur les apports, les savoir-faire et les connaissances communautaires pour essayer d'élaborer ces recommandations. C'est une des raisons pour lesquelles nous sommes ici, pour mieux aiguiller certaines recommandations à énoncer lors des formations. Outre les recommandations et les formations, pour une meilleure prise en charge des médecins généralistes envers la patientèle lesbienne et bisexuelle, certes, il faut éviter la présomption d'hétérosexualité, d'éviter les discours hétéronormatifs, et comme ça a été dit précédemment, potentiellement indiquer la possibilité de parler de ces sujets-là avec des pancartes LGBTQI+ friendly pour essayer d'aborder ces sujets de sexualité. On peut également penser à des friches pratiques pour informer les praticiens sur les différents aspects de la sexualité spécifiques dans ce domaine. Voilà. Donc merci de votre attention. Alors, je passe maintenant la parole à Erwan Léo, qui est coordonnateur du centre LGBTQIA+, Côte d'Azur, et du 8 Baki, vice-président du Corée VIH PACA Est et président de l'association Objectif Zéro Sida, qui cofinance des projets locaux en santé sexuelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour et rebonjour à toutes et tous. Merci déjà aux équipes bénévoles qui se sont investies sur l'organisation de ce colloque et qui nous permettent de nous exprimer, d'échanger avec vous sur nos travaux. Et puis merci en particulier à Clark pour son suivi sur cette présentation. Alors, je vais vous présenter effectivement le 8 Bakis à Nice, qui est un espace de santé sexuelle LGBTQIA+, que nous avons implanté dans un dispositif sanitaire de droit commun qui est un CEGID. J'en profite juste pour remercier l'ensemble des équipes de la direction de la santé du conseil départemental, du centre LGBTQIA+, bien sûr, et du Corévi qui sont investis pour développer cette offre et puis l'évaluer. Alors, quelques mots de présentation d'abord sur ce dispositif.
On est sur un territoire très touché par le VIH, puisque la région sud, en particulier les Alpes-Maritimes, font partie des départements les plus touchés historiquement, même si le VIH a reculé au cours des dernières années. Donc notre association a décidé, avec le CEGID, je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est ce qu'on appelait il y a quelques années un CDAG, ce sont les centres de dépistage. Nous avons décidé de greffer un espace de santé sexuelle à destination des personnes LGBTQIA+, locaux, et en particulier les plus précarisés, les plus fragilisés d'entre eux et d'entre elles, notamment les migrants, les TDS, les chemsexeurs, consommateurs, consommatrices de produits et les précaires. Donc c'est une offre expérimentale qu'on a lancée en janvier 2002, qui s'est installée 8 avenue Bacchis, d'où le nom. C'est en plein centre-ville de Nice et qui est ouverte une journée par semaine de 11h à 21h volontairement en horaire décalé. On parle d'un projet hybride parce qu'il est porté par une association et par une collectivité, en l'occurrence un département, ce n'est pas commun. Il est également conventionné avec le CHU de Nice qui met à disposition des professionnels de santé, l'association ENIPS, le groupe SOS à travers son CARUD est soutenu financièrement par l'ARS locale, Gilead, Vive et également par nos amis de SIDAction qui cofinancent le poste de coordination. En janvier 2023, devant les premiers résultats encourageants de la première année, les partenaires ont décidé unanimement de prolonger cette expérimentation. Quelques mots de présentation sur cette offre et sur ce qu'elle recouvre. Tous les vendredis de 11h à 21h, nous proposons bien sûr dépistage VIH et IST, accès au TPE, accès et suivi PrEP, accès au droit, puisque ça a déjà été dit dans ce colloque, il n'y a pas d'accès à la santé sans accès au droit, bien évidemment. De l'écoute face aux violences, de la gynécologie trans et lesbienne, suivi hormonal, prise en charge des parcours de transidentité, on va en reparler un petit peu plus tard dans cette présentation, de l'addictologie, comprenant le chemsex, mais aussi tout type d'addictologie, la réduction des risques chemsex, psychologie, proctologie, et j'ai oublié bien sûr de la vaccination. Donc les professionnels de santé qui interviennent sont soit LGBTQIA+, eux-mêmes ou elles-mêmes, et ou experts très bien formés aux enjeux du VIH et de la santé LGBT+. Donc vous avez ici l'ensemble des professions mobilisées, infectiologues, médecins généralistes, gynécologues, addictos, procto, infirmiers et infirmières, un infirmier spécialisé dans la réduction des risques chemsex, une psychologue, des chargés de prévention, une chargée d'accueil social qui est celle du centre LGBT qui se déporte de notre site historique où elle travaille pendant la semaine pour s'installer au 8 Bacchis, l'assistance sociale et le chargé d'accueil médical. Toutes ces personnes viennent d'univers très différents, puisque même les médecins qui exercent le vendredi au sein du 8 Bacchis, le reste de la semaine, soit travaillent au CHU, soit travaillent dans des maisons de santé mutualistes, associatives, ou alors travaillent dans un cabinet privé, dans des cliniques privées. Donc on est aussi sur une équipe très plurigénérationnelle, avec une tendance au rajeunissement. Voilà. Donc c'est... tout le monde se forme auprès de tout le monde et toutes les générations se forment auprès des plus aguerris à la lutte contre le VIH et c'est une très bonne ambiance. Je vous mets juste ce visuel qui était notre visuel principal de communication. LGBTQIA+, le 8 Bacchis prend soin de vous. Quand vous connaissez le contexte politique peut-être de Nice et des Alpes-Maritimes, même de loin, vous vous rendez compte que ce genre de message affiché facilement un petit peu partout est déjà une victoire en soi et on n'en est pas peu fiers. C'est un dispositif bien sûr qu'on évalue et qu'on a évalué. Je vais vous présenter ici deux choses. L'analyse quantitative des données sur une file active de 1092 personnes faite qui est composée, la file active, elle va du premier jour d'ouverture, janvier 2022, jusqu'au 31 décembre 2023, les 2 premières années d'expérimentation. Et les résultats d'une analyse d'enquête qualitative qu'on a déployée il y a tout juste un an sur 118 personnes
usagers, usagères du 8 Bacchis. Alors, tout d'abord, quelques données quantitatives. Je me suis permis de mettre à la fois les données 2022 et à la fois les données 2023. Ça me permet de vous montrer à quel point on a su être très réactif et réactive et adapter l'offre à la demande. À notre grande surprise, les communautés se sont très vite emparées de ce dispositif qu'elles ont très vite identifié comme un lieu safe. Et il a fallu répondre de façon accélérée en fait, à l'augmentation de la demande, en particulier sur certaines spécialités. J'attire votre attention notamment sur la dictologie, sur l'accès à la PrEP et sur le suivi des personnes trans, le suivi hormonal sur lequel je reviendrai, où on a démultiplié le nombre de consultations possibles pour répondre à la demande et limiter le délai d'attente. 1376 consultations au total en 2023 contre 704 seulement l'année précédente. Donc on a beaucoup augmenté, comme vous l'avez vu. Ce qui est très intéressant également pour nous, c'est le taux de positivité des dépistages au VIH qu'on a pu réaliser. Je parle des dépistages, je ne comprends pas les TROD, je comprends les dépistages par sérologie, puisque le taux de positivité sur le jour du 8 Bacchis est de 20 pour 1000, alors qu'il est habituellement de à peine 6 pour 1000 pour ce qui se passe au Cégide hors 8 Bacchis. Ce qui se passe du lundi au jeudi, il est de 6 pour 1000. Ce qui se passe pour nous le vendredi, il est de 20 pour 1000. Donc c'est très intéressant, ça montre que véritablement l'offre, elle arrive à capter, attirer les populations les plus exposées au VIH. Un mot sur les caractéristiques des personnes accueillies au Bacchis. Ici, on est sur des chiffres, pas tout à fait sur les 2 ans, sur les 18 premiers mois d'expérimentation. Pareil, on a voulu comparer sur ce qui se passe le reste de la semaine, Cégide classique, et le vendredi, Cégide avec notre offre communautaire implantée. Notre objectif à nous était bien sûr d'aller chercher les personnes les plus exposées au VIH, aux IST, on va dire à la précarité sanitaire en général. Pour la population migrante, 17% de population migrante parmi nos usagers au 8 Bacchis, 12% le reste de la semaine au Cégide, 9% de personnes précaires pour nous au 8 Bacchis, 5% le reste de la semaine au Cégide. Travailleuses du sexe, tout à droite, on est sur des pourcentages équivalents autour de 1%. Mais j'attire votre attention sur les personnes trans, puisque la fréquentation habituelle de ce Cégide, et a priori d'un Cégide classique habituellement, est autour de 1%. Et notre offre, en tout cas, permet d'avoir 6% de personnes trans. Voilà, donc on est sur une fréquentation 6 fois supérieure en proportion grâce au 8 Bacchis. Et elle tient bien sûr à l'attractivité de cette consultation spécifique qui est cette consultation suivi hormonal, prise en charge des parcours de transidentité, qui est tenue chez nous par 3 femmes médecins généralistes qui sont également gynécos, qui exercent dans des cabinets le reste de la semaine. Elles sont adossées au réseau Transazur. Transazur, c'est un réseau local qu'on a monté il y a 1 an et demi environ à Nice, entre le Corévi, le centre LGBT et l'ATCA, qui est l'association Transgenre Côte d'Azur. C'est de la formation de professionnels de santé par des pairs, par des personnes trans. Ces 3 médecins se sont formés par elles-mêmes, par le réseau Transazur. Elles proposent cette consultation qui a été très vite identifiée et qui a permis de remettre un certain nombre de personnes trans dans une démarche déjà de suivi, de démarche de prévention, de soins, de dépistage régulier, d'intérêt pour la PrEP aussi, et de leur permettre d'identifier les lieux, ce Cégide, comme un lieu sanitaire adapté, plutôt safe et bienveillant pour elles. Et le bouche à oreille s'est fait très rapidement dans la communauté trans locale. Je rebondis juste sur quelque chose qu'avait mentionné notre amie Giovanna Rincon, qui était intervenue au congrès de la Société française de lutte contre le sida en décembre dernier. Elle et son équipe a fait une présentation en disant
que ça pourrait être une bonne idée d'intégrer le suivi hormonal, je ne sais pas si ça va être formulé exactement comme ça, mais le suivi hormonal des personnes trans au sein des Cégides, parce que ça permet de refaire revenir les personnes trans vers le soin, ça pourrait être un moyen. Et ben en fait, on l'a fait, on le fait, et ça fonctionne. Alors. Un mot sur l'enquête qualitative qui a été réalisée il y a 1 an et qu'on va réitérer cette année pour avoir un point de comparaison et voir si on s'est encore amélioré. Sur la répartition des genres des répondants, on est assez conforme à ce qu'on a sur les données quantitatives qui sont extraites du logiciel Cupidon, qui est un logiciel de recueil des données qu'utilise notre Cégide, avec 72% d'hommes. Beaucoup la PrEP en fait qui justifie ce pourcentage élevé, 18% femmes, 9% de personnes trans et 1% de personnes non binaires, donc c'est du déclaratif dans l'enquête qualitative. Questionnaire trilingue, français, anglais, espagnol, ça permet aussi d'intégrer, de proposer ce questionnaire à tout le monde, y compris pas mal de personnes travailleuses du sexe venant d'Amérique du Sud et parlant pas forcément facilement le français. Donc on a des très bons chiffres en fait. 82% des personnes sont satisfaites de leur prise en charge. Taux de recommandation à un proche, 9,5 sur 10. Et sur des taux de satisfaction sur le non-jugement, sur l'écoute, on est entre 4,7 et 4,8 sur 5. Donc ça montre que les lieux, en tout cas le 8 Bakis, répond aux attentes des personnes en termes de qualité d'accueil, de non-jugement, d'ambiance globale. Donc ça, c'est quelque chose dont on est assez content. Et on pourra mesurer lors de l'enquête qu'on lance le mois prochain si on fait encore mieux là-dessus. En conclusion, donc notre association, le Centre LGBTQIA+ Côte d'Azur, le département des Alpes-Maritimes, prouve que ce modèle hybride, donc de la cogestion entre une association communautaire et une collectivité, mixant donc un dispositif de droit commun qui est un Cégide et une offre communautaire, est pertinent car il permet de ramener vers la prévention et le soin des populations les plus exposées à une infection à VIH de façon adaptée et qualitative. En résumé, je dirais que le 8 Bakis permet de booster le ciblage et l'efficacité du Cégide de Nice en ramenant les populations les plus exposées, en les accueillant dans des bonnes conditions, peut-être meilleures qu'un Cégide classique qui ne proposerait pas cette offre communautaire. Donc nous avons créé ce Cégide à offre. Au début, le nom de ce projet, c'était notre Cégide augmenté, parce qu'on a augmenté l'offre de soins. Notre Cégide à offre de soins augmentée et approche communautaire qui permet de répondre de façon complémentaire et bienveillante aux besoins des publics ciblés qui s'en sont plutôt bien emparés. Donc nos travail à venir, déjà nous commençons la 3e année d'expérimentation ce mois-ci, en janvier, jusqu'au 31 décembre prochain. Et notre travail, bien sûr, notre défi, c'est la pérennisation de cette offre, puisque c'est un besoin. C'est à la fois développer une culture du bon accueil des personnes LGBTQIA+, par les professionnels de santé locaux, notamment des personnes trans en dehors du 8 Bakis. Ça, c'est important puisque la demande va être forcément grandissante. Mais notre défi à nous, en tout cas, c'est de pouvoir pérenniser ce que propose le 8 Bakis. Donc, c'est un dialogue entre nous, le département, l'agence régionale de santé, pour la définition d'un cadre juridique, mais aussi d'un cadre financier qui permet à la force publique de prendre progressivement le relais de financement de cette offre. Voilà. Je vous remercie de votre attention.